propose juste de nous partager dans quel esprit nous envisageons ce webinaire à destination des aidants pour vous aider notamment à lâcher prise. Est-ce que vous avez eu l'info par quelque filon que ce soit et que vous vous êtes dit, tiens, par curiosité, je vais aller voir ce qui se passe, et auquel cas, après un petit décompte, je vous propose de nous faire un coucou. Dans l'esprit coucou, je viens voir ce qui se passe et ce qui se dit. Et si la thématique vous a complètement emballé et que vous êtes plein d'attentes vis-à-vis de ce webinaire, je vous propose de faire un petit cœur en mode j'attendais ça avec impatience et je suis trop content d'être là. Donc si ça vous va, et puis pour ceux qu'on voit pour le coup, je vous propose après le décompte de 3 de faire ou un petit coucou ou un petit cœur. Ok pour vous? Du coup, 1, 2, 3. Un coucou pour Françoise Mazir. Super, merci Françoise. Très honnêtement, je ne mets pas l'image parce que je viens de passer 2 heures de ménage et je n'ai pas mon brushing fait. Donc, je ne suis pas sur mon meilleur jour. Ça nous va. Donc, je préfère pas donner de très mauvaise image. On vous entend très bien et c'est le principal. Tant qu'on arrive à se suivre, à échanger, c'est là tout l'intérêt. On a un nouveau participant qui nous rejoint. J'en profite pour l'admettre. Hop. Myriam nous a rejoint. On espère que vous nous voyez et nous entendez. Alors, en quelques mots, donc pour ma part, c'est Mélanie. Moi, je suis Mélanie Berwag. Je travaille chez Allons-y depuis plus d'1 an. Je vais être l'animatrice technique de ce webinaire, c'est-à-dire que je vais accompagner Madame Perrier et ma collègue Sophie, qui vont être nos intervenantes pour parler de notre thématique, les accompagner de sorte à ce que tout soit opérationnel, tout fonctionne et qu'on puisse échanger assez sainement et sereinement sur ce sujet. Globalement, donc, on a un peu briefé tout ce qui concerne les fonctionnalités Zoom, mais pour ceux qui connaissent peu, je peux juste vous partager, donc en haut à droite, vous avez la possibilité de modifier l'affichage. Donc, c'est-à-dire vous avez affichage intervenant, ce qui permet de voir l'intervenant parler en direct. Voilà, si vous voulez un plus beau profil en gros plan, c'est par ici. Sinon, vous pouvez afficher en galerie. Et là, pour le coup, on se voit tous. Ça peut être plus convivial, c'est vous qui voyez. Également, juste à savoir, cette petite vidéo va être enregistrée mais va rester en interne, donc tout ce qui se partagera ce soir restera confidentiel et entre nous. Que vous partagez de plus, vous avez la possibilité, et on vous invite à le faire, à couper vos micros quand on n'intervient pas, puisqu'on se rend compte que plus on est nombreux et plus rapidement ça peut créer de l'écho et être inconfortable. Donc de mon côté, je peux vous aider à checker les micros, etc. Mais allez-y, n'hésitez pas à le couper quand vous êtes à l'écoute et à le réactiver. On vous invitera à le faire si on vous voit juste boucher les lèvres pour intervenir et parler, afin qu'on puisse échanger. On a un petit peu testé aussi au début, la possibilité de converser. Donc là, c'est plutôt un chat privé. Je ne sais pas si vous le voyez. Sur le bas, vous avez un petit icône converser avec une bulle. Là, c'est tout simplement la possibilité d'intervenir par écrit. On s'est dit typiquement que pendant l'intervention de Madame Perrier, de Sophie ou peut-être même lors de notre échange collectif, si jamais vous avez des idées, des questionnements, des choses que vous voulez partager mais n'osez pas parce qu'il n'est pas simple d'arriver à couper quelqu'un dans son élan, n'hésitez pas à le partager à l'écrit et on va être vigilant pour pouvoir en reparler ensuite de vive voix quand on aura l'espace de le faire. Est-ce que j'ai oublié des choses? Oui, on s'est dit que si en finalité vous avez du mal à nous voir ou à nous entendre, on vous propose juste de lever la main pour qu'on puisse identifier que vous avez des difficultés de connexion ou alors que de notre côté peut-être on en aurait, auquel cas on gère avec Guillaume pour que vous puissiez suivre confortablement les choses. Et pour finir, on vous invite à vous couper de tout, vraiment être concentré, être avec nous pour qu'on puisse parler de cette thématique qui est importante et qu'on puisse être dans un échange vrai et enrichissant. Donc, personnellement, mon téléphone est en veille, ma boîte mail est fermée, je vous invite à en faire de même. Et je vais laisser la place aux présentations de nos intervenantes qui sont donc Madame Perrier que nous connaissons un peu puisque c'est l'aidante de l'une de nos bénéficiaires. Merci à vous Madame Perrier d'intervenir ce soir.
L'objectif étant de nous partager votre expérience en tant qu'aidante familiale, vos questionnements et de pouvoir échanger avec des pairs aidants. Et en complément, nous avons l'intervention de Sophie, qui est une collègue, Sophie qui est formatrice dans le médico-social, qui travaille pour Compagnie, une filiale d'Alenvie, et qui a également été aidante, donc va pouvoir nous partager avec toute son expérience et sa richesse, on espère, beaucoup de choses. Et à la suite de ces 2 interventions, eh bien, on vous invite à pouvoir prendre la parole, questionner, échanger, interagir sur cette thématique qui est le fait d'être aidant familial et de ne pas toujours avoir avec facilité la possibilité de lâcher prise et de se mettre à distance. Si cela vous convient et si tout le monde est OK, Madame Perrier, je vous laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup Mélanie et bonjour à tous et toutes. Alors rapidement, donc Mélanie a déjà expliqué que je suis bénéficiaire des services d'Alenvie. Pour être plus exact, c'est ma maman qui est bénéficiaire des services d'Alenvie, mais enfin évidemment le bénéfice s'étend très largement à moi à travers ma maman. Donc je suis contente de pouvoir partager un peu avec vous ce que je vis, parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude de partager en dehors peut-être de ma famille. Et donc aussi, je suppose que vous allez avoir des choses, vécu des choses qui ressemblent à ce que je vis, ou peut-être un peu différentes, mais donc je suis vraiment très contente que Alenvie nous donne cette occasion d'échanger. Donc je crois que le mieux, c'est que je vais essayer de suivre un fil un peu chronologique. Enfin, je ne vais pas non plus vous raconter toute ma vie, hein, je vous rassure. Puisque finalement, mon expérience est un peu particulière, je suppose. Enfin, toutes les expériences sont particulières, bien sûr. Dans la mesure où ma maman est en EHPAD, et donc je n'assure pas ce que certains d'entre vous peuvent assurer, c'est-à-dire l'aide quotidienne, les aspects matériels, courses, etc., puisque tout son bien-être physique est assuré par l'EHPAD. Néanmoins, donc elle est en EHPAD depuis un peu plus d'1 an. La transition vers l'EHPAD a été un peu brutale, bon, sans doute parce que nous n'avions pas assez anticipé les choses, mais c'est toujours comme ça. Parce que mon papa, qui vivait avec ma maman jusqu'au mois de mars 2019, est brutalement décédé. Et donc, ma maman a une pathologie apparentée Alzheimer, on s'est très vite rendu compte que ça ne serait pas possible qu'elle reste à son domicile, d'autant plus que son domicile était éloigné du mien et de celui de mes frères, donc la question a quand même été assez vite réglée. Donc on a eu aussi finalement la chance d'avoir une place dans un EHPAD relativement rapidement. Sur le coup, on n'a pas forcément trop fait une chance parce que ça nous a un peu bousculé, mais bon, de toute façon, c'était quand même une chance, c'est toujours une chance d'avoir le choix. Et quand maman est rentrée dans cette EHPAD, on s'est, bon évidemment, comme tout le monde, je pense, dans ces conditions-là, bien sûr, on avait un certain sentiment de culpabilité de ne pas de se dire papa aurait sûrement pas voulu que notre maman dans un EHPAD, sûrement il aurait préféré qu'on la prenne chez nous. Enfin, toute cette culpabilité, là, évidemment, on l'a vécue. En même temps, on se rendait bien compte aussi que quand elle était chez elle, elle n'était pas forcément très heureuse parce qu'elle n'avait pas la sécurité que requérait son état. Donc, ça a été une certaine consolation pour nous de se dire, au moins, elle a la sécurité matérielle. Alors, ce qui nous a conduit à faire appel à Alenvie, parce qu'a priori, voilà, une personne est dans l'EHPAD, maintenant, c'est l'EHPAD qui s'en occupe. C'est que quand même, on s'est rendu compte qu'elle est dans une unité Alzheimer. Bon,
en gros, on peut dire qu'on est très satisfait de l'établissement. Mais malgré tout, on a bien vu que maman n'aurait pas l'attention personnelle souhaitable, toute l'attention personnelle souhaitable dans cette EHPAD, et que par conséquent, à moins d'y être tous les après-midi pour l'aider à sortir, pour la sortir, faire des activités, etc. Elle s'habituerait, enfin c'est pour moi l'idée qu'on a eue, hein, elle s'habituerait pas à son nouveau mode de vie. Pendant qu'on a contacté plusieurs organismes qui proposaient des auxiliaires de vie, et on a retenu Allons-Vie parce que Allons-Vie ne proposait pas que des services à la personne, mais semblait avoir une approche plus intégrée. Puis il y avait cette qualité cette idée de qualité de vie, d'auxiliaire d'envie. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous a accrochés sur Allons-Vie. Et je dois dire que on n'a pas regretté et qu'on a vraiment l'impression aussi que voilà, tous les gens qui ont été avec maman ont tous, avec leur personnalité différente, mais ont tous apporté ça. Donc c'est clairement un soutien important. Bon, malgré tout, ça n'allège pas intégralement la charge. Et donc, je dois dire que moi, j'ai l'impression, bon, j'ai 2 frères qui sont aussi présents, donc ils n'habitent pas à Lyon, ma maman et moi habitons Lyon, donc ils sont forcément plus éloignés, mais j'ai quand même conscience, j'ai quand même l'impression que la charge repose davantage sur moi que sur mes frères, ou que je me sens plus chargée que mes frères, c'est peut-être comme ça que je dis. Et donc, de quoi est-ce que je me sens chargée, puisque voilà, maman, elle a à manger tous les jours, il y a quelqu'un qui la relève tous les jours, si elle tombe, il y a quelqu'un qui va la relever. Donc, c'est que c'est essentiellement quand même que je me sens chargée d'une part de limiter, si possible, la perte de ses facultés cognitives, donc si possible de faire en sorte qu'elle garde le plus possible les facultés cognitives, ou les facultés d'ailleurs, parce qu'elle a beaucoup de facultés physiques, et je pense que ça ferait une bonne marathonienne pour 90 ans en tout cas. Et donc qu'elle garde ses facultés physiques, cognitives, même si ces facultés cognitives ne sont pas parfaites. Donc ça, je m'en sens responsable. Donc c'est pour ça que je vois un peu aussi les visites comme une sorte d'entraînement. Je ne suis pas quand même que cette vision-là, hein, mais c'est un peu ça. Et puis aussi tout simplement qu'elle soit heureuse. J'ai quand même la conviction que même avec une maladie comme la maladie d'Alzheimer, bon, contrairement à ce qui peut être répandu, et y compris d'ailleurs ce que pense ma maman, parce que si je parle devant elle d'une personne qui est atteinte d'une maladie d'Alzheimer, tout de suite elle va dire « Oh la pauvre », etc. Bon. Mais alors qu'elle ne se met pas dedans, c'est certain. Et je crois vraiment que malgré tout, il y a possibilité d'être heureux, d'avoir des bonheurs et de mener une fin de vie heureuse. Et donc, j'aimerais pouvoir participer à maintenir ce bonheur pour le plus possible pour ma maman. Donc, c'est surtout ces 2 aspects-là qui me chargent, c'est sûr. Au début, je me suis sentie vraiment très impliquée là-dedans, bon, et j'ai bien vu aussi que ça ne servait à rien de se donner de façon excessive, parce que quand on va à l'épuisement, de toute façon, on n'apporte rien de positif aux personnes qui nous entourent. Et donc pour ça, c'est vrai que j'ai apprécié de pouvoir aussi faire appel à des personnes qui sont d'abord des professionnels de la chose, parce qu'on a beau dire, même si on est très aimant,
bah, on n'est pas forcément des professionnels. Et puis aussi, et il y a donc des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, même si on n'est pas uniquement dans le il faut pas, mais voilà. Donc ça m'a apporté. Bon, après, ben, il reste que je pense, c'est pour ça que j'étais intéressée par ce webinaire. Je pense qu'on manque un peu d'espace pour pouvoir partager ça. Bon, après, j'en suis sans doute aussi responsable parce que je sais qu'il existe des groupes de parole à différents endroits. Je sais que France Alzheimer fait des cafés de ce type-là. Je sais qu'il y a dans ma commune, il y a quelquefois des groupes de parole pour les aidants. Mais après, bon, on n'a pas toujours le temps, on n'est pas toujours libre au moment où on s'implique. Puis il y a aussi le fait qu'on dit, bon, ben, écoute, de toute façon, on va bien faire aller, et puis on verra après, quoi. L'urgence, c'est quand même d'aller voir maman. Donc ça, c'est un peu mon expérience que je dirais, voilà, tous les jours. Je suppose que vous avez rencontré des choses du même type. Et puis pour terminer, je voudrais aussi un peu parler de la période qu'on vient de vivre, qu'on vit encore aussi, donc liée là aussi à la situation un peu particulière des EHPAD, puisque depuis en gros le 15 mars, on n'a plus l'autorisation d'aller voir nos parents dans les EHPAD, donc ça s'est un peu assoupli depuis le début du mois de juin, puisque maintenant je peux aller la voir, mais toujours sur rendez-vous, donc ça limite considérablement les fréquences, et aussi uniquement dans le jardin, bon, ce qui, quand il fait pas beau, pose des problèmes, ou bien dans le salon, quand il fait pas beau, il y a une solution de repli, mais surtout, ce qui est le plus gênant, c'est de respecter les distances, donc on ne doit pas se toucher, et ça limite beaucoup les activités qu'on peut faire ensemble, parce que bon, converser avec une personne désorientée de la pluie et du beau temps, quand de toute façon elle ne sait même pas ce qu'elle a mangé à midi, ça limite quand même assez vite les interactions. Et puis la plus grosse privation, je pense, c'est qu'on ne peut pas sortir. Et une de nos grandes activités, c'était de sortir, d'aller marcher. Elle habite un quartier qui est assez vert, donc il y avait des parcs, on pouvait faire des balades, ou bien même quelquefois on prenait le bus. Donc ça, c'est une grosse privation. Alors donc cette période de confinement a été très dure à vivre. Je vais parler pour moi et puis après je dirai un peu comment je pense que ma maman a ressenti. Bon, très dur parce que on a été très inquiet que le Covid rentre dans l'EHPAD et que éventuellement maman puisse être contaminée. Que eh bien, du fait de l'absence de visite, ses facultés se dégradent terriblement et qu'elles ne nous reconnaissent pas. Donc ça, on a été très inquiets. Donc par contre, ça nous a quand même aussi obligés à lâcher prise, bizarrement, parce que comme on ne pouvait plus rien faire, ça ne servait pas à grand-chose d'être tendu au téléphone 4 fois par jour, d'autant que ça dérangeait plutôt le personnel qu'autre chose. Donc de fait, on a bien été obligé de faire davantage confiance à l'établissement, et il faut dire ce qui est, tout le personnel de cet établissement s'est révélé vraiment super. Ils ont vraiment fait un maximum pour préserver des activités personnelles avec les personnes, avec les résidents. Donc ça a été quelque chose de positif. Bon, maman, finalement, là aussi, ça a été moins catastrophique que je pensais, et même par certains côtés, je pense positif pour elle, parce qu'elle s'est fait un petit groupe là avec les autres personnes de son étage. Ils organisaient des trucs, d'après les aides-soignantes, ils parlaient entre eux. Bon, quelquefois, maman me disait, oh là là, mais alors, leurs histoires, qu'est-ce que ça m'embête, j'arrive pas, il y a un tel qui se bagarre avec un tel. On sentait que c'était un petit peu sa famille, quoi. Elle aurait aimé éviter les discussions.
Donc, pour ça, c'est positif. Et après, moi, ça me pose quand même une question éthique qui fait que, ben voilà, on entend ça quand même dans la société. Hein, qu'est-ce qu'on a le droit de décider pour les autres gens? Est-ce qu'on a le droit de mettre une catégorie de personnes réputées fragiles à part de la société, de leur imposer des privations de liberté au motif de les préserver d'une maladie? Donc, c'est une interrogation que j'ai et que je n'ai pas résolue d'ailleurs. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vous remercie de m'avoir prêté attention et puis je suis ravie de partager avec vous. Un grand merci, Madame Perrier, pour le partage. Sophie, on te laisse peut-être rebondir suite au témoignage de Madame Perrier et puis également peut-être nous partager de ton point de vue les petits éléments, les petites astuces qui pourraient aider notre assemblée aidante, je dirais, à lâcher prise, d'autant plus avec, comme vous disiez, Madame Perrier, ce contexte si particulier qui nous a fait vivre de drôles de moments ces derniers temps. Tu as bien désactivé ton micro, mais effectivement, moi, je ne t'entends pas. Nous non plus. C'était calé pourtant, mille excuses. Donc, comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Là, oui. Oui, ça y est, super. Voilà. Alors, je vais rebondir sur ce que vous... Ça fait écho. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit, Madame Perrier. Trois mots quelques mots qui m'ont marqué, en fait. Vous avez parlé de culpabilité. Vous avez parlé de poids. Hein, vous avez un poids sur les épaules, de responsabilité. Vous avez parlé de la confiance qu'il faut avoir aux autres. Et puis aussi quelque chose que les aidants ont souvent en tête, c'est « oh, c'est pas grave, j'ai pas le temps d'en parler, ça va bien aller comme ça. » Et on verra plus tard. Et ça, c'est ce qu'il faut absolument ne pas faire. Il faut se dire « eh bien, non, je vais en parler, je vais prendre du temps pour moi. » Donc ça, on reviendra par la suite. Donc la culpabilité que l'on a lorsque l'on va mettre son parent dans un établissement ou simplement demander à des auxiliaires de vie d'intervenir chez nos parents, on a ce sentiment de culpabilité de se dire que on n'est pas capable de s'occuper d'eux et qu'on est obligé de demander à des personnes étrangères de le faire. Souvent, on a cette impression de se dire qui faisons attention. Alors que c'est complètement faux, tout simplement parce que nous avons notre vie, parce que nous avons aussi cette usure, à un moment donné, de devoir toujours s'occuper de quelqu'un. Et le risque qu'il y a, si on ne fait pas appel à quelqu'un, eh bien, c'est de perdre au niveau de sa propre vie. Hein. C'est-à-dire, ce qui va se passer chez vous, en vous, eh bien, ce sera plus du positif. Et il risque d'avoir des liens qui seront difficiles à créer avec vos parents, tout simplement parce que vous ne serez plus dans des moments de plénitude et de bonheur et ludique. Vous serez là pour gérer tout ce qui va être eh bien, les courses, les repas, la toilette. En fait, pour gérer tout le quotidien qui n'est pas facile à faire quand on a une activité professionnelle en plus et une famille. Donc, c'est vrai que de devoir faire confiance à quelqu'un pour soit mettre ses parents, là dans votre cas, votre maman, dans une structure, ou bien de faire appel pour d'autres personnes à des aides, des auxiliaires de vie, ça peut être compliqué. Donc, on a cette culpabilité. Mais ça, c'est tous les aidants qui la ressentent. Enfin, si je peux me permettre de le dire, je pense que c'est en grande majorité ce que ressentent les aidants. Le poids que vous ressentez aussi sur les épaules, c'est aussi parce que vous êtes pas très loin de chez votre maman. Vos frères sont éloignés et vous vous sentez responsable d'elle. J'espère que je ne me trompe pas.
Je pense qu'il y a cette dimension et aussi la dimension mère-fille. Je pense que ce sont des choses qui sont aussi importantes à prendre en compte parce que quand on est une femme, on n'a pas la même réceptivité au niveau des sentiments qu'un garçon l'aurait pour sa maman aussi. Il aura comment dire, une attitude qui sera très aimante, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais qui sera vraiment différente parce qu'il est un homme et il va réagir différemment, tout simplement. Donc le poids que vous avez cette responsabilité et vous vous sentez responsable aussi vis-à-vis de vos frères. Le mot que je reviens beaucoup dessus sur c'est pas grave, je prendrai le temps une autre fois, j'ai pas le temps, je vais m'occuper de ma maman. C'est aussi quelque chose qui fait que on se dit si je perds du temps à parler de ce que je vis et que je le partage avec d'autres, ce sera du temps en moins pour ma maman. Mais il ne faut pas le voir dans ce sens-là. C'est là qu'il faut lâcher prise. Et lâcher prise, dans ce lâcher prise, vous avez 3 questions que j'ai regroupées. Je vais vous les donner, ces questions. C'est qu'est-ce qui m'empêche de lâcher prise? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à lâcher prise? Et qu'est-ce que je peux faire pour lâcher prise? Ce sont 3 questions qu'en tant qu'aidant, on doit se poser pour se permettre, en fait, de lâcher prise. Alors, en tant que personne ayant aidé aussi, j'ai utilisé certaines méthodes. Vous avez une méthode dans la journée, quand vous êtes régulièrement auprès de votre maman, ou voilà, vous êtes dans un stress parce que vous devez répondre à une question de l'EHPAD, enfin bref, il y a plein de choses, multiples. C'est de prendre 10 minutes minimum par jour. Voilà, rien que pour vous. Avec, dans votre pensée, de vous mettre dans un lieu où vous vous sentez bien, où vous étiez bien, de retrouver des odeurs qui vous plaisaient, des couleurs. Et ce moment d'intimité privilégié, vous le gardez que pour vous pendant 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes-là, personne ne doit vous embêter, c'est pour vous. Vous octroyez ce temps rien que pour vous. Ça peut être une petite musique que vous aimez entendre. C'est vraiment, vous vous dites, je me fais plaisir et je le fais que pour moi. Et pas en fonction des autres et pas en fonction de ce qui est important pour les autres, mais de ce qui est important pour moi. Vous avez aussi une aide au niveau de la respiration. De prendre des profondes inspirations avant de prendre une décision qui est importante. Quand vous sentez que ça commence à monter, hein, la gorge commence à se serrer, hein, la charge sur vos épaules, hein, quand on dit j'ai l'impression de porter le monde sur mes épaules, eh bien c'est quelque chose qui est ressenti physiquement, mais tout simplement parce que psychologiquement vous êtes, voilà, vous n'en pouvez plus. Voilà. Donc à ce moment-là, quand vous sentez cette fatigue physique, eh bien vous allez prendre une profonde inspiration et vous allez souffler le plus loin possible et vous allez faire ça 3 fois de suite. Ça va vous permettre, eh bien, tout simplement de vous détendre. Alors, si au bout de 2 inspirations profondes, vous sentez que la tête commence à tourner, vous ne faites pas la 3e. Parce que là, il faudra que quelqu'un vienne vous ramasser. Voilà. Mais c'est une petite méthode qui va vous permettre, voilà, de souffler. Il est aussi important, pour vous aider à lâcher prise, de dire à votre maman, je suis fatiguée. Je ne peux pas venir en ce moment, je reviendrai. Mais là, je ne peux pas. Vous avez le droit de dire à vos frères, je suis fatiguée, j'en peux plus. Et pas dire, ça va aller. Hein? Il faut savoir dire vos émotions, ressortir vos sentiments pour vous aider à lâcher prise. Voilà. Si vous avez des questions, je vous écoute. Je crois qu'on n'en a pas eu dans conversation. Est-ce que cela vous paraît cohérent? Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans ce que je vous dis?
Oui, ce que vous avez dit est vraiment, ouais, je pense que vous avez bien extrait les points importants et je retiens les petites astuces pour avancer. Merci. Peut-être de façon... Sophie, c'est bon pour toi? J'ai l'impression, si, Madame Monbeau, que vous réagissez par écrit. On voulait aussi, à la suite de ces deux interventions, vous laisser l'espace de prendre la parole autour d'une part de la thématique et peut-être aussi autour de ce que Madame Perrier et Sophie viennent de nous partager. Si ça vous a inspiré, questionné, fait écho, on est complètement preneur de vos retours et c'est vraiment un espace qu'on souhaitait vous dédier pour que vous ayez la place et le temps d'être dans le partage, également avec d'autres aidants. On n'a pas fait de grand tour de table parce qu'on est assez nombreux, donc si vous souhaitez ne serait-ce qu'intervenir, juste pour aussi présenter qui vous êtes et peut-être nous parler de votre réalité, n'hésitez pas. Je peux parler? Merci. Vous m'entendez? Oui. Donc, je suis Myriam, je suis maman d'une jeune fille de 12 ans, infirme moteur cérébral, donc dépendante pour tout. Elle est à la maison, j'ai fait le choix de ne pas la placer parce que je veux en prendre soin de manière de qualité. Et donc voilà, donc elle a tous ses soins en libéral et je suis une maman solo depuis peu, donc j'assume tout H24, les transports, les soins, les rendez-vous, je suis la secrétaire. Les nuits qui sont très difficiles parce que je dors 5h30, 5h30 par nuit coupée en deux et pas toujours, voilà, pas toujours pareil. Donc ça, c'est le pire, ça c'est la torture, c'est de ne pas avoir de sommeil pour récupérer. Personne ne se propose pour venir me soulager. J'ai fait appel à l'aide au répit. C'est une association qui est financée par la CAF où on a droit à 50 heures dans l'année. Je suis tombée sur deux dames pas compétentes du tout. La première, au bout de 2 heures, elle est partie. Je demandais 1 heure par semaine de répit. C'est pas beaucoup, hein. Au bout de deux fois, elle n'a pas souhaité poursuivre la mission parce que ce profil-là d'enfant dont il faut s'occuper de tout, hein, la porter, la changer, la distraire, lui faire des petits apprentissages, ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent garder des personnes qui sont dans leur fauteuil et dont on ne s'occupe pas. Et la deuxième qui est venue, elle m'a dit « J'aime pas m'occuper des enfants, je préférerais vous faire du ménage ». C'est pas ce que je demandais, hein. Elle était très gentille, mais c'était pas, mon ménage était fait. Hein. Et au bout de la deuxième fois de cette dame, ils ont voulu m'en envoyer une troisième et là j'ai dit stop. J'ai dit moi c'est pas de l'aide au répit, je passe 1 heure à expliquer comment communique ma fille parce qu'elle n'est pas verbale, comment jouer avec elle et après les gens ne viennent plus. Et en fait voilà, donc on parle souvent, il faut lâcher prise, il faut déléguer. Mais déléguer à des gens compétents, on n'en trouve pas, quoi. Des gens qui... Il y a des perles rares, hein, mais je ne suis pas tombée dessus. Hein. Voilà, et par exemple, il faut déléguer pour la douche. J'ai demandé des infirmières, je n'ai trouvé aucune infirmière. J'ai fait 20 appels téléphoniques qui viennent à domicile parce que c'est une enfant qu'il faut porter. Ça demande 30 minutes de lui donner la douche. C'est du travail, voilà. Donc, du coup, lâcher prise, c'est un mot que je déteste parce que j'aime bien aussi gérer les choses. Et parce qu'on ne trouve pas des gens qualifiés et compétents et bienveillants. Voilà. Après, je la mettais à mi-temps à l'école. Elle avait une bonne maîtresse, une bonne ABS. Ça ne me gêne pas de la confier, hein, ce n'est pas le souci. Mais la laisser en sécurité à des gens qui en prennent soin, qui s'en occupent et qui ne la laissent pas dans son fauteuil comme une image à rien faire, quoi, en fait. Voilà. Donc, la souffrance de l'aidant qui a tout le poids sur les épaules, ça c'est moi. Vous voyez, mes épaules elles sont toutes courbaturées et voilà, il n'y en a pas de relais et
je ne pense pas que ça va s'améliorer. Donc voilà, on prend son courage à deux mains et comme elle dit la dame, on n'a pas le temps on perd pas de temps à chercher des gens qui font des faux. Et ben on assume et on avance et on avance. Voilà. Est-ce que je peux intervenir, Françoise Mazir? Oui, vous m'entendez? Oui, Oui. Sophie, je suis désolée, on ne t'a pas entendu du coup. Je crois que tu as rebondi à ce que partageait Myriam, mais ok. On vous laisse la parole, Madame Mazir. On vous en prie. Merci. Alors, juste un tout petit point sur ce que vous disiez, Madame, par rapport au fait d'oser dire à son parent qu'on est fatigué. Alors, c'est pas pour culpabiliser Madame Perrier, parce que en tant qu'enfant et surtout fille, on est effectivement certainement dans une relation un peu différente par rapport aux garçons, parce que moi j'ai vécu aussi une fin de vie. Enfin, les deux fins de vie sont tous les deux décédés, mais celle avec papa et donc mon frère, je l'ai prévenu en lui disant non, c'est l'inverse, excusez-moi. Donc papa, le premier décès, donc j'étais très fatiguée et j'ai osé lui dire effectivement, écoute papa, je vais pas pouvoir venir aujourd'hui, je suis fatiguée. Et en finale, c'est parti. Enfin, je savais qu'il n'était pas bien, mais je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Et en finale, dans l'après-midi, on a été prévenu que ça n'allait pas bien. Et en finale, il est décédé le lendemain. Alors, je n'ai pas culpabilisé trop, mais quand même, ça vous suit un bon bout de temps. Voilà. Le deuxième décès, j'ai dû dire à mon frère, écoute, on m'a prévenu qu'il fallait que je te prévienne. Il était à 300 km. Maman était donc ici sur le CHU de ma grande ville. Et l'oncle, là, lui, il n'a pas bien pris en me disant quoi, qu'est-ce que ça veut dire, tu me demandes de venir. Je dis écoute, tu fais comme tu veux, mais on m'a demandé de te prévenir. Et en finale, dans le courant de la soirée, il a décidé de venir. Et donc, j'entendais qu'on allait mettre maman sous Hypnovel. Et donc, du coup, ils ont différé et il est arrivé. Et donc, du coup, elle est décédée une journée plus tard. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, que chaque expérience est différente, c'est difficile, et que sans faire de sexisme, parce que là, il y a quand même des hommes, des jeunes hommes, je pense que vraiment, je pense que vraiment, on vit les choses différemment, les garçons et les filles. Je pense vraiment que c'est une certitude. Un autre exemple, là, tout récemment, justement, c'est la femme qui est en train d'appeler. Elle est allée revoir sa maman lundi à l'EHPAD. Ça faisait 4 mois aussi qu'elle n'avait pas revu sa maman. Déjà, bien sûr, ça, c'est triste, ce qu'on est en train de vivre tout de suite dans les EHPAD. Vous avez de la chance, Madame Perrier, de pouvoir revoir votre maman. Il y a encore beaucoup d'EHPAD, malheureusement, qui se retranchent derrière les directives des ARS très, très strictes. Et donc, on est encore très nombreux à ne pas pouvoir aller rendre visite à nos parents. Moi, je suis également concernée pour ma belle-mère. Et donc, cette femme, elle est allée voir sa maman. Donc, déjà, elle a trouvé une maman complètement dégradée. Donc, ça, on va tous avoir ce problème-là, de la dégradation. On est vraiment dans le syndrome de glissement. Il semblerait d'ailleurs qu'il y a eu 2 semaines de trop dans tout ce confinement. Les 2 dernières semaines ont été dramatiques, je pense, pour bon nombre de personnes âgées. Et donc, elle est allée voir son papa après, puisque le papa est encore vivant. Il a 93 ans. Et évidemment, ils n'ont pas échappé est-ce que c'est un mot? Ils se sont enlacés et il y a eu beaucoup de tendresse. Et dans le courant de sa présence, le frère est arrivé et puis il a vu qu'il y avait un peu trop de proximité et il a râlé. Il a râlé en disant non, faut pas faire ça, faut pas faire ci. Et au moment où ils se sont quittés, parce qu'elle habite quand même à plus de 100 km également de son papa, et donc ils n'ont pas pu, se montrer un signe d'affection un petit peu plus fort en prenant le maximum de garanties. Donc voilà, pour ce qui est de ce vécu familial des uns et des autres. Et donc pourquoi je suis au courant aussi un peu de tout ça et être très sensible, parce que moi-même, justement, au vu de votre expérience, Madame Perrier, et justement suite au décès de maman, j'ai mesuré les difficultés qu'on pouvait avoir dans toutes les démarches administratives
Et c'est comme ça que je me suis dit que ça pouvait être un projet professionnel pour moi. J'étais en recherche d'emploi au moment où maman a été malade. Et donc, j'ai repris mes études et je fais de l'aide administrative à domicile. Je suis déclarée service à la personne et j'aide les familles justement dans toutes leurs démarches administratives. Et Madame Myriam, quand vous me dites là, on ne trouve pas des personnes compétentes, vous n'êtes pas la première malheureusement également à dire ça. Et c'est toute la problématique, le domicile, prolonger la vie au domicile quand on en a le désir, eh bien, on s'aperçoit que c'est très, très, très difficile parce qu'on est quand même bien sommé, généralement, d'aller vers des structures collectives qui sont considérées comme un lieu de sécurité. Alors, sécurité pour la personne qui est malade ou pour l'enfant, éventuellement, parce que bien souvent aussi pour les enfants, on engage les parents à mettre leur enfant dans une structure collective. Et aussi, c'est annoncé la meilleure solution pour l'aidant, parce que ça va le préserver. Et ça, moi, j'insiste beaucoup sur ça, sur le fait qu'il faut que ce soit des choix et des choix à la fois dans le désir de choisir le lieu collectif de vie, mais aussi de bien choisir l'établissement. Parce que combien de fois une personne va être amenée à rentrer dans un établissement sans l'avoir retenu? Et donc, moi, je suis à la fois aidante familiale et comme vous, Madame Perrier, ben, c'est quand même un petit peu différent quand le parent est en EHPAD parce que ben, c'est clair qu'on a un peu moins de choses. Mais malgré tout, c'est clair que ben, il y a quand même toujours des choses à faire et mon mari est le tuteur familial. Donc, du coup, ça repose aussi effectivement sur notre couple de faire tout ce suivi, que ce soit à la fois sur le champ administratif et puis aussi de veiller ben, effectivement au maximum de confort. Et une aidante professionnelle pour aider les autres à pouvoir favoriser une vie au domicile quand on le souhaite. Et donc, mon nom commercial, c'est FM Madame. Si un jour, si vous êtes en Normandie, eh bien, peut-être que je pourrais vous aider les uns ou les autres. Je vous entends plus. J'entends personne. Ça va mieux? Vous m'entendez, Mme Mazir? Ça va? Tout le monde m'entend? Oui, moi, est-ce que vous m'entendez? Oui, trop bien. Alors, je vais revenir donc un petit peu sur ce qui a été dit juste avant avec Madame Myriam. Alors, effectivement, c'est une situation très compliquée et oui, je comprends bien que ça puisse être très difficile de lâcher prise, effectivement. Vous parliez d'infirmières qui ne venaient pas au domicile pour faire la toilette de votre fille. Est-ce que vous avez vu avec des cabinets d'aides-soignantes? Parce qu'il y a beaucoup d'infirmières qui maintenant ne veulent plus faire de nursing. Et en fait, là, ça rentre dans le rôle du nursing et vous avez des aides-soignantes qui ont tout à fait la capacité comment dire, qui ont appris avec ces Oui, j'ai cherché sur la région, mais dans ma région, ils ne font que les adultes et refusent de faire les enfants. D'accord. D'accord. Ouais, c'est bien dommage. Et puis pour en revenir, pour rebondir sur Madame Maziret, il me semble que c'était vous juste avant qui est intervenue. Quand vous avez senti cette culpabilité, est-ce que vous avez dit à votre papa que vous étiez fatigué et que le lendemain, vous n'êtes pas allé le voir et qu'il est décédé? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Alors, je me permets de rebondir là-dessus parce que depuis 15 ans, j'accompagne les gens en fin de vie. Est-ce que vous vous êtes posé la question qu'il n'a pas profité justement que vous n'étiez pas là ce jour-là pour partir? Alors, il n'est pas décédé, comment dire? En fait, il avait un problème de transfusion sanguine et qui ne tenait pas. Et donc, il est décédé dans la nuit. Donc, non, mon frère a pu le voir en réanimation et là, je n'ai pas été courageuse non plus pour aller le voir en réanimation. Donc, ce qui fait que, bon, maintenant, ça commence à faire, hein, ça fait 16 ans. Et bon, par contre, ça s'est passé sur un moment de l'année qu'on peut pas, enfin, je veux dire, il y a
bon, je pense qu'il n'y a pas de décès agréable plus qu'un autre, mais il est décédé un 29 décembre, il a fait son dernier Noël chez nous, il a été inhumé le 31 décembre, donc ce sont vraiment des dates pas faciles du tout. Et bon, j'arrive à, enfin, bon, c'est un peu passé quand même maintenant, mais c'était pour dire que c'est pas toujours aisé de dire, bah, je suis fatiguée, je viens pas aujourd'hui, quoi. Le Noël a été fait chez nous avec lui, il a eu une sortie exceptionnelle du CHU. D'ailleurs, c'est la première fois que j'en parle, vous voyez, avec des personnes extérieures. Donc, bon, ben voilà. Et donc, ça a été pour moi, là aussi, je me suis montrée avec mon frère parce que on avait l'habitude d'avoir des grandes tablées chez nous, hein, d'avoir une auberge espagnole. Et moi, on savait que le temps était compté. Et mon frère n'a pas compris que je n'accepte pas la venue d'une cousine avec, évidemment, le conjoint et les enfants. Et ils ne l'ont pas compris. Et ça, j'ai quand même tenu par rapport à ça. Parce que le 25 décembre, si la maison avait été pleine, on ne se serait pas consacré qu'à papa. Et ça, j'ai pu le faire, par contre, me consacrer qu'à papa. Et puis même aussi lui reverser du champagne parce que je savais qu'il aimait ça. Donc là, j'ai fait quelque chose qui était vraiment contraire à mes habitudes, mais on avait le message qu'il pouvait manger ce qu'il voulait, donc on avait bien compris ce que ça voulait dire, quoi. Bien sûr. Et puis tant que ça peut faire plaisir, tant que ça peut lui faire du plaisir, voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir enlever toutes ces règles strictes pour pouvoir apporter qu'est-ce que c'est du bonheur qui va durer quelques minutes. Et ça renvoie sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous connaissiez une personne qui est allée voir sa maman dans un EHPAD et que son frère n'était pas content qu'elle prenne son papa dans ses bras pour les embrassades, etc. Quel va être le danger pour une personne ? À un moment donné, je pense qu'il faut savoir, avec bien sûr prendre des mesures de précaution, se laver les mains, etc. Enfin bref, tout ce qui arrive. Mais de prendre quelqu'un dans ses bras, surtout une personne âgée qui n'a plus que le tactile, bien souvent. Complètement. Qu'est-ce que c'est de se dire, je le fais ou je le fais pas. Si je le fais pas, ça va préserver quoi ? Qu'est-ce qui va arriver ? Surtout que nous sommes dans une période vraiment de faim. Voilà, il y a moins de risques. Bien sûr, il faut prendre toujours ça en considération, mais je crois que le plaisir de se dire, de prendre quelqu'un dans ses bras, le plaisir de son papa, d'avoir été pris dans les bras, je crois que ça n'a pas de prix. Et exactement. Et on lui posait la question, tu préfères quoi ? Voilà, tu préfères être malade ou que je te prenne ? Voilà, il faut des fois s'imaginer tout simplement, nous qui allons bien, de ne pas être touchés par l'un de nos enfants pendant 3 jours, ne jamais être pris dans les bras pendant 3 jours, alors que nous allons bien. Comment on réagit à ça ? Non, mais tout à fait. Et là, vraiment, j'ai un autre cas à proximité de chez nous. Quand on a commencé à ressortir, j'ai vu une voisine et puis je lui dis, alors comment ça s'est passé pour tes parents ? Et donc, elle m'a expliqué, elle allait déposer les courses devant la porte et elle avait également interdiction des frères, tu rentres pas dans la maison, surtout tu rentres pas dans la maison. Mais je dis, mais enfin, quand même, j'ai dit, t'as conscience que les auxiliaires de vie, elles rentraient dans les maisons et c'est rien passé. Du moment que tu as un masque et que tu fais attention. Mais c'est fou. Alors après, voilà, c'est comment a été gérée cette crise. On nous a quand même fait très peur, très très peur. Mais il y avait des règles basiques d'hygiène à respecter tout bêtement, quoi. Et sa maman, à cette femme, a eu besoin d'aller faire un examen médical qu'ils ont différé, mais qu'ils ont fini par faire. Elle a emmené sa maman et elle me dit, j'ai pas pu la mettre derrière à cause de ses jambes. Je dis, mais on en est là, quoi. C'est fou quand même. Et la maman de dire, qu'est-ce que je suis contente de te voir un petit peu là. C'était touchant, quoi. Les parents, certains parents, c'est très très difficile pour eux, hein. Cette femme, elle allait tous les jours boire le petit café tous les matins pendant 1 heure. Donc du jour au lendemain, terminé. Et puis avec des troubles cognitifs, donc le téléphone, elle ne sait pas répondre. Les personnes à troubles cognitifs, là, elles sont en train de se dégrader énormément, hein. Alors, il y a des petites astuces pour garder un contact avec une personne qui a des troubles cognitifs. C'est par exemple, vous enregistrez votre voix sur un livre qu'elle aime bien, qu'elle lisait. Voilà. Vous enregistrez votre voix, vous lui faites passer. Donc ça peut se faire en structure ou bien voilà. Donc c'est très important parce que l'intonation de la voix, la douceur, la force aussi de la voix
va leur permettre de réaliser que cette voix, ils l'entendent, ils la connaissent, et de demander souvent au personnel de l'EHPAD ou une auxiliaire, quand c'est un domicile, lorsqu'elle va passer la bande sonore, de mettre votre photo à côté, pour qu'il y ait le lien qui se fasse. Dans des cas aussi où on ne peut pas s'approcher de trop, parce que voilà, encore avec les gestes barrières, on va dire, le parfum que vous mettez habituellement quand vous faites un câlin à votre maman ou à votre papa, enfin pour d'autres personnes bien sûr, quand vous faites voilà ce câlin, ils ont l'odeur de votre parfum, parce que même s'il y a des troubles cognitifs, il y a des choses qui vont leur rester. Donc certains touchés, l'odeur, bon, c'est pour certains le goût aussi, même si le goût disparaît au fur et à mesure, mais ce sont des choses qui vont retenir, et l'odeur d'un parfum, c'est important, parce qu'on a cette sensation de présence. Oui, tout à fait. Mais alors la bande sonore que vous évoquez, il y a des outils spéciaux? Sur quoi fait-on ça? Alors, je vais rester très, très ancienne. La cassette. Voilà, tout ça. D'accord. Parce que ça, ce sont des choses qu'ils ont eux-mêmes utilisées. Oui, tout à fait. Voilà, on a tous eu notre petit appareil enregistré, voilà, qu'on avait. Tout à fait. Donc, mais ça, ce sont des choses que eux, en tant que parents, ils ont connues quand nous, on les a eues étant enfants. Voilà. Oui, non, mais tout à fait. Oui. Donc, Ok. il faut rester avec une technologie qu'ils ont connue. Voilà. Donc ça. Merci du tuyau. Je vous en prie. Si je peux me permettre, excusez-moi, du coup, Myriam, désolée, je vous appelle par votre prénom parce que je ne connais pas votre famille. Peut-être pour votre fille, je pensais à des moniteurs éducateurs en libéral. Je sais que ça existe, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, et ils sont spécialisés dans le secteur du handicap. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut vous aider ou pas, mais j'y ai pensé. Voilà, je partage. Je paie 2 éducatrices par semaine. En plus, là, elle était à mi-temps à l'école. Pour justement le travail cognitif, avant, c'était moi qui le faisais, mais depuis que j'ai eu des soucis de couple, elle ne veut plus travailler avec nous, et depuis qu'on est séparés avec le papa. Donc, elle ne travaille plus avec moi. Donc, du coup, je paie 2 éducatrices, une qui travaille avec elle l'iPad et la motricité de l'iPad, et une autre qui fait des apprentissages de compréhension de phrases, de tri, de lecture que j'avais mis en place. Donc voilà, ça me soulage beaucoup parce que c'est important pour moi qu'elle ait ces apprentissages. C'est primordial même. Et donc du coup, voilà. Mais bon, c'est pas financé par la MDPH, donc je le paie de ma poche. Et l'année prochaine, j'arrête l'école parce qu'elle est obligée d'aller en collège. Et elle n'a pas un niveau de collège, elle a un niveau de grande section de maternelle CP. Elle regarde Petit ours brun, donc je ne me la vois pas aller au collège avec des filles qui sont fans de Beyoncé et de je ne sais quoi. Donc du coup, j'arrête l'école et je paierai plus d'heures d'éducatrice. Et voilà. Et après, on se débrouillera pour la socialisation. On a quelques associations qu'on fréquente. On a quelques associations qu'on fréquente et que ça nous aide un petit peu dans cette région, dans les Pyrénées-Orientales. Il y a deux bonnes associations qui font des choses avec les enfants handicapés, donc ça c'est salutaire. Avant on était dans le bar, on n'avait rien, et je crois que ça va sauver la vie d'avoir ces associations avec qui on va courir en joëlette, et ça c'est important. Il y a raffole de ça, d'être dans l'ambiance, dans la vie, il faut toujours s'en occuper. Et voilà, donc du coup ça c'est des petits relais, mais ce qui est attends 2 secondes, c'est maman qui parle. Après, ce qui est fatigant, c'est toute la charge qu'il y a à côté. Il y a l'administration, ça c'est les dossiers MDPH, voilà, cette usure mentale, comme vous disiez que vous occupiez des dossiers pour soulager les gens. Moi, je culpabilise. J'étais travailleur social, donc les dossiers, les papiers, c'était mon métier. J'étais tutrice avant, donc je gérais des papiers. Et là, je suis en burn-out administratif, tellement on en a quand on a un enfant handicapé, il faut renouveler les aides, il faut faire des devis pour obtenir des financements qu'on n'obtient pas. Donc l'enfant, il n'a pas le matériel qu'il faut, mais c'est... Voilà, j'ai pas de lit de douche adapté,
j'ai pas de lit adapté. La MDPH m'a refusé le lit l'année dernière. Voilà, donc c'est que des batailles comme ça sur lesquelles le manque de sommeil, sur lesquelles je gère mon père qui est âgé et qui est à distance. C'est moi qui fais depuis 20 ans ses papiers et qui gère tous ces petits problèmes du quotidien. Et sur ce, j'ai mon frère qui est décédé et c'est moi qui suis montée avec ma fille handicapée en TGV à Paris pour le chercher, pour le ramener chez nous. Parce que, comme on dit, hein, les frères et les sœurs, ben, des fois, ils sont défaillants et les seuls, même si vous êtes fatigué, même si ben, vous êtes toujours… Je pense que c'est un tempérament à porter les choses, à prendre les choses en main et à assumer parce que les autres n'assument pas. Donc, du coup, j'ai dû gérer ça aussi, le décès de mon frère et ses papiers. Donc, entre les papiers du décès, les papiers de mon père, mes propres papiers de la petite, j'ai fait un burn-out. Voilà, je pense que c'est pire. Les gens, quand ils voient ma fille qui est lourdement handicapée, ils me plaignent, oh la pauvre, elle a une enfant handicapée. Le handicap, pour moi, c'est rien, quoi. Je le gère, elle est née comme ça, elle a eu un accident à la naissance, donc c'est pas… Vous voyez, c'est pas dégradé comme une personne qui a été valide et qui perd, qu'on ne reconnaît plus. Moi, je la connais que comme ça, donc c'est pas difficile pour moi à gérer le handicap. Ce qui est difficile, c'est tout ce qui est à côté, quoi. C'est les gens pénibles, ben, je donne tout pour elle, alors il n'y a plus rien pour les autres, en fait. Il n'y a plus de patience pour les autres. Les papiers, c'est trop. Voilà, je pense que c'est ça, on n'est pas aidé. On n'est pas aidé au niveau administratif et ça use, quoi, en fait. C'est ça le plus usant. Alors, oui, c'est clair. Les dossiers, c'est très, très… Enfin, il faut effectivement bien maîtriser les rouages pour arriver à gagner un peu de temps. Et ça, je pense que c'est sans doute quand même une aide vers lesquelles les aidants devraient s'orienter. Ils ont un petit peu de mal, ils sont frileux à se faire aider sur ce champ-là. Mais moi, je reste convaincue que se faire aider sur le champ administratif, c'est gagner non seulement du temps, mais également de l'argent. Parce que on connaît les aides à solliciter, on sait les portes qu'il faut frapper. Et puis, ben, voilà, c'est du gain de temps quand même pour pouvoir peut-être se préserver, comme vous le disiez, Sophie, parce que pour se donner du temps à soi, il faut quand même effectivement faire confiance et confier à d'autres. Alors, pour vous, Myriam, vous savez faire, bon, à la limite, vous vous dites je sais faire, mais enfin, moi, ce que je dis souvent aux gens, confiez ce que vous n'aimez pas faire déjà, parce que ça permet quand même de se libérer du temps pour ce qu'on préfère. Mais sur le champ administratif, c'est clair que vous n'avez pas été épargné quand même. Donc, c'est sûr que ça, c'est très, très chronophage, hein. Alors, une autre suggestion aussi par rapport à l'aide au répit, vous connaissez la FEPEM et l'emploi direct et d'être employeur vous-même et de bénéficier pour le coup d'une réduction fiscale de 50%. Oui, vous m'entendez ? Non, mais avec une enfant, on ne peut pas être rémunéré directement. On touche… Non, c'est pas pour vous-même. Les personnes que vous salariez, les personnes qui viennent chez vous, elles sont salariées. C'est vous qui êtes l'employeur et vous bénéficiez d'un avantage fiscal de 50%. Alors, l'avantage fiscal, je l'ai découvert là récemment parce que je paye les éducatrices de ma poche et je n'ai pas d'aide et je ne le déclare pas aux impôts. Et j'ai découvert qu'une maman les payait avec les CESU. Voilà. Et donc, je me suis dit, purée, ma fille, elle a 12 ans, personne ne m'a jamais rien dit. Et voilà. Et la MDPH qui est censée nous informer zéro, hein, ils ne m'ont jamais informé, c'est Internet qui m'a formée. Et donc, je découvre qu'en payant en CESU, je pourrais avoir un crédit d'impôt. Bon, je ne paye pas d'impôt, je suis maman solo, donc je ne paye pas d'impôt. Oui, mais vous auriez un crédit d'impôt. Voilà, et j'aurais pu prendre plus d'heures d'éducatrice et m'y retrouver à moitié. Et ça, je l'ai découvert il y a 2-3 mois. Voilà. Enfin, par contre, quand même, hein, c'est quand même un emploi salarié. Ça veut dire que vous faites un contrat de travail à la personne. Faut pas c'est pas une prestation. Il faut, tout ça, il faut bien le maîtriser. Tout ça, il faut bien le maîtriser. Et on ne paie pas en CESU. C'est un CESU déclaratif. Oui, mais vous pouvez peut-être avoir des aides également. Des aides de quoi?
Eh bien, tout dépend, enfin là c'est difficile, mais tout dépend de votre passé, tout dépend où, quelle est la caisse de retraite éventuellement vers laquelle vous pourriez vous tourner. Il y a un papa, qu'est-ce que fait le papa? Il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Le papa, ça fait 8 mois qu'il n'a pas pris sa fille, il n'est même pas venu en week-end la voir, alors, vous voyez. Mais il a peut-être un emploi et une caisse de retraite qui pourrait peut-être aider. Ah oui, mais il ne fait rien, il ne fait rien. Je lui ai demandé de solliciter son employeur pour une aide pour du matériel et ben, il ne fait rien. Non, il ne Oui, mais s'occupe que de voyez, sa enfin, petite fille. c'est pas pour, comment dire, vanter ce que je peux faire, mais parfois, justement, la tierce personne pourrait peut-être avoir les arguments pour ben, peut-être l'amener à regarder de très près ce qui pourrait faire bénéficier à son enfant. Ah, mais c'est égal, hein. Quand je suis partie, il m'a dit je veux mon temps pour moi, mon argent pour moi. Voilà, dans ma famille, on meurt jeune, donc je veux vivre pour moi. Donc, avec ça, voilà. Ouais, c'est dur. C'est dur. Ouais. Vous avez d'autres enfants? J'ai un grand de 25 ans qui est parti travailler à Paris. Mhm. Ouais. Mais il est bien élevé, ça va, il fait sa vie, il est autonome. C'est pas un souci. Dieu Et merci. vous êtes de quelle région? On a été longtemps dans le Var et quand je me suis séparée, je suis revenue chez moi dans les Pyrénées-Orientales. D'accord. Il y a je crois qu'il y a une association par là-bas, Life Concept, quelque chose comme ça, qui a pour objectif d'aider les aidants. Mais souvent, voilà le souci, souvent dans les aidants, ben, on voit plus les personnes qui s'occupent de leurs parents aidants, quoi. Oui, tout à fait. Mais il y a beaucoup quand même de parents quand même, hein. Il y a beaucoup de parents d'enfants handicapés aussi, hein. Oui, parce que je vois qu'il y a des cafés des aidants, mais bon, il n'y en a pas dans notre région. Voilà. Après, on connaît une nouvelle association qui est en train de se monter où c'est des parents d'enfants autistes. Et donc, on se retrouve pour boire le café. Et bon, c'est vrai que quand on n'a pas la même problématique, on ne se retrouve pas dans certaines choses. Mais ça permet d'échanger, de papoter, de se donner des petits tuyaux. Surtout, ça, c'est important, des petits tuyaux. Après, les enfants, entre eux, ils ne communiquent pas trop parce qu'ils ont chacun leur propre handicap. Et souvent, on nous dit qu'il faut les mettre ensemble pour qu'ils se sociabilisent. Mais entre eux, ils ont tellement tous des difficultés qu'entre eux, ben, ils ne créent pas de lien. Et en fait, ils ont besoin de gens valides et avec du potentiel pour être portés par la vie, quoi. Voilà. Oui, Anna, je coupe le micro parce que… On peut vous proposer peut-être, Myriam, merci Mme Mazère et Myriam pour le partage et l'échange. On s'était dit que de toute façon, rien n'est plus riche que le collectif et que si respectivement vous aviez des pistes ou envie de continuer à partager et échanger après ce webinaire, on n'a pas d'outil miracle, mais sur ce fameux onglet converser, vous pouvez converser en privé. On vous invite vraiment peut-être à échanger vos coordonnées si vous souhaitez poursuivre l'échange ou peut-être même si respectivement voilà, les situations vous inspirez des choses, des conseils, des pistes pour que vous puissiez aussi tirer profit de cette introduction, on va dire, de mise en lien et que ça puisse être bonifié dans le temps. Et si en plus ça peut être soutenant et aidant, super. Je voulais juste rebondir, Madame Nomblot, j'ai vu que vous aviez partagé quelque chose à l'écrit, mais j'arrive pas à savoir si vous aviez réussi à bien nous entendre et si du coup c'est quelque chose que vous vouliez repartager de vive voix. Je pense que c'est compliqué d'être avec nous pour Madame Nomblot, donc dans le doute, je voulais quand même le repartager. On a Sigrid et Marine qui sont parties, qui nous ont dit au revoir. Est-ce que pour le reste de l'Assemblée, vous aviez envie de rebondir ou d'intervenir avant que l'on se quitte? Rien de plus pour tout le monde? Non, merci pour cet échange.
Merci à vous. Merci à chacun d'entre vous de vous être connectés, d'avoir pris le temps, de vous être présenté à nous, pour certains même d'avoir partagé un petit bout de votre quotidien et de votre expérience. Ça a été une grande richesse et très touchant d'avoir vos retours respectifs. Une fois encore, si ça peut permettre d'introduire des choses ou même vous permettre de poursuivre, c'est tant mieux. On espère que ce sera un petit élément déclencheur pour vous aider au quotidien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous réinterpeller pour vous envoyer un peu comme une petite enquête de satisfaction, un questionnaire, ou de la même façon, on veut bien prendre vos retours sur ce temps d'échange tous ensemble, et puis même arriver à voir comment est-ce qu'on peut s'entraider par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui, et peut-être par rapport à vos situations individuelles et peut-être aux questions plus individuelles que vous avez. Voilà, on va créer aussi ce petit outil pour essayer de poursuivre l'échange après entre nous. De la même façon, comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous communiquer en privé vos coordonnées si vous le souhaitez. Écoutez, pour ma part, ça a été un super moment. C'était mon premier webinaire. Je suis vraiment enchantée de l'avoir animé en compagnie de Madame Perrier et de Sophie. Merci pour vos témoignages et vraiment pour chacun d'entre vous, merci de votre participation et merci pour le partage. Rien de plus riche et c'est ce qui nous ramène toujours à ce pourquoi on est là. Voilà, en tout cas professionnellement, ça me ramène toujours à la raison de mes choix et de ce qui fait que je me lève chaque matin. Donc, merci pour ça. On se dit au revoir. Oh. Au revoir. On fait le petit cœur, voilà, parce que moi, je reste toujours dans la dynamique de c'était vraiment super, merci. Merci, au revoir. Au revoir, Corentin.